Mes chers amis, merci beaucoup. Mes chers amis, si vous saviez le bonheur de trouver tous les jours des salles combles, des amis, des compatriotes, le peuple de France, qui a compris que le premier message de ma campagne, c'est que moi je ne veux pas parler à la droite, à la gauche, au centre. Je veux parler au peuple de France dans son ensemble. Je ne veux pas réduire les Français à ce que furent leurs votes avant les élections, lors des rendez-vous du XXe siècle. Nous sommes au XXIe siècle. Je veux m'adresser à chacun d'entre vous. Je veux proposer un projet politique cohérent qui réconcilie et qui rassemble la France. Il y a un peuple, le peuple de France, et c'est à ce peuple que je veux parler, parce que les vieux clivages ne répondent pas aux questions d'aujourd'hui. Alors réfléchissons ensemble à ce que fut depuis le début de ma campagne, ce que furent les commentaires. Il y a un peuple de France, il y a une majorité silencieuse qui en a plus qu'assez qu'on lui confisque la parole et qu'on refuse le débat. Et c'est ce peuple-là auquel je veux m'adresser. C'est lui et personne d'autre. Mais regardez comme c'est intéressant. J'ai commencé en disant, si les corps intermédiaires empêchent la réforme, bloquent le débat, alors je passerai par-dessus les corps intermédiaires et je m'adresserai à vous par le référendum. Et c'est vous, peuple de France, qui serez les garants de mes engagements. On m'a dit populiste, parce qu'il y a toujours une petite minorité parmi nos élites qui considèrent qu'il n'est jamais bon de vous demander leur avis, votre avis, qui préfèrent décider dans leur coin, ensemble. Il ne fallait pas parler du référendum, il ne fallait pas parler des corps intermédiaires. Mais il y a certains corps intermédiaires qui se conduisent de façon inadmissible. J'étais hier à Nantes. J'avais donné un entretien au journal Ouest France, grand journal de France. Ça n'a pas plu à la CGT. Eh bien, vous savez ce qu'a fait la CGT? Ils ont décidé de bloquer la diffusion de ce journal pour le seul fait que le président de la République avait donné un entretien à ce journal. Voilà la conception de la démocratie des permanents de la CGT. Ça ne se faisait pas de le dire avant moi. Eh bien, moi, j'ai décidé de dire la vérité aux Français, de parler de ce qu'il y a sous les cartes et de dire ce que c'est que la situation de notre pays. Voilà la vérité. Et le scandale, empêcher la parution d'un journal, parce que dans le journal, il y a un président de la République qu'on ne soutient pas, qui a eu l'immense culot de prendre la parole. Voilà leur conception de la politique. Imaginez, mes chers amis, que ce soit mes amis, ma famille politique, qui ait fait ça. Alors il y aurait eu un défilé immense pour protester contre cette atteinte grave à la démocratie. J'ai voulu aider, tendre la main, soutenir les ouvriers de la sidérurgie française à Florange, parce qu'ils souffrent et parce que je crois dans l'avenir de la sidérurgie. J'ai obtenu de leurs actionnaires 17 millions d'euros d'investissement pour que les hauts fourneaux puissent recommencer. Personne ne l'avait obtenu. Je l'ai fait pour les ouvriers de la sidérurgie. Et j'ai dit plus à Villepinte. J'ai dit que jamais nous ne laisserions tomber la sidérurgie et que je n'accepterai pas que l'on fasse à la sidérurgie française ce qu'on avait fait comme abandon à propos de l'aluminium avec Péchinet, qui reste une erreur dramatique. Et je veux faire pour la sidérurgie ce que j'ai fait en d'autres temps pour Alstom. Qu'a fait la CGT? Elle m'a envoyé ses permanents pour manifester devant mon siège à la campagne, pour faire de la provocation. Ce n'est pas de la démocratie.
Parce que dans la démocratie, les syndicats défendent les intérêts des salariés et ne se mêlent pas de la politique. Parce que lorsque les syndicats se mêlent de la politique, alors il n'y a plus de dialogue social possible. Voilà la vérité. Dans cette campagne, moi je prendrai mes responsabilités, j'assume mes décisions, mais je veux que le dessous des cartes soit clair, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'il n'y ait pas de mensonge. Vous allez avoir à faire un choix historique dans un peu plus d'un mois, très important pour l'avenir de notre pays. Vous devez avoir toutes les cartes en main. Lorsque j'ai commencé à parler en disant la France a toujours été un pays ouvert, et elle le restera, que nous n'avons rien à craindre de la diversité et de l'ouverture, mais qu'il y a un moment où nous devons dire, par souci de l'équilibre de nos comptes sociaux et de la bonne marche de notre système d'intégration, que nous ne pouvons pas accueillir tout le monde et que j'ai pris l'engagement de diviser par 2 le nombre d'immigrés que nous recevrons dans le prochain quinquennat, si vous me faites confiance. C'est un devoir de vérité, c'est un devoir de transparence. À ce moment-là, les mêmes ont protesté. Il est d'extrême droite. Il travaille sur les terres de l'extrême droite, comme s'il y avait des terres qui appartenaient à qui que ce soit. C'est les mêmes qui parlent aujourd'hui des terres de l'extrême droite et qui hier parlaient des territoires perdus de la République parce qu'ils avaient honteusement laissé tomber les quartiers et les banlieues. La démission, le renoncement, l'absence totale de volonté et de conviction. Voilà le dessous des cartes et voilà la vérité. Jamais, jamais je ne plaiderai pour la fermeture. Jamais, vous m'entendez, jamais je ne plaiderai pour la fermeture de notre pays. Je sais d'où je viens et je sais tout ce que peuvent nous apporter ces Français de la nouvelle génération. Mais je veux dire une chose telle que je le pense. Le discours des extrémistes, c'est un discours de haine et c'est un discours de peur, parce qu'ils n'ont pas confiance dans la France. Moi, j'ai confiance dans la France. Je sais que la France est forte. Mais je veux dire aussi une chose. Je ne demanderai pas des efforts aux Français pour rétablir l'équilibre de nos comptes et dans le même temps, je n'accepterai pas qu'il y ait une immigration qui ne vienne en France que par l'attrait de nos prestations sociales. Parce que notre modèle social n'y résistera pas. Dire cela, c'est parfaitement respectueux des valeurs humaines. Mais que n'avais-je dit lorsque j'ai dit que le regroupement familial était un droit, que je ne le contestais nullement, que je le garantirais. Mais qu'on ne vienne pas m'expliquer qu'on doit pouvoir faire venir sa famille si on n'a pas un logement décent, qu'on ne vienne pas me dire qu'on doit pouvoir faire venir sa famille si on n'a pas un salaire pour la faire vivre, et que je n'accepterai pas qu'on fasse venir sa famille si celle-ci n'a pas préalablement, à son entrée en France, pris la peine d'apprendre le français et de comprendre les valeurs de la République. Pensons à la femme cloîtrée dans son appartement par un mari qui ne respecte aucune des valeurs de la République parce qu'elle ne parle pas français. Pensons à son enfant. Quelle image aura-t-il de sa mère si celle-ci ne comprend même pas le message que lui transmettra le professeur, l'instituteur dans son école? J'ai dit ça parce que c'était la vérité. J'ai dit également que nos prestations sociales, il fallait 10 ans de présence sur le territoire avant d'en profiter. Je pense au revenu minimum vieillesse. Et qu'il fallait au moins 5 années de cotisation pour pouvoir bénéficier du RSA. Parce que tout ceci est financé par le travail des Français et que la poche des Français n'est pas inépuisable. J'ai dit enfin
J'ai dit enfin que sur le territoire de la République, on soignait tous ceux qui étaient malades, qu'ils soient présents légalement ou illégalement, parce que la couleur de peau, on n'est pas aux États-Unis d'Amérique, où avant de vous opérer, on vous demande si votre carte bleue est valide et si votre compte en banque est fourni. Ici, on soigne les gens, parce que quelle que soit la couleur de peau, on respecte l'être humain. Mais je dis de la même façon que je garantirai l'AME, que je garantirai la CMU, mais que je demande que la carte vitale soit biométrique, parce que je ne peux pas accepter que le pays qui a le système le plus généreux au monde, il y ait des fraudeurs qui volent l'argent de ceux qui travaillent dur. Alors le lendemain où j'avais été catalogué d'extrême droite, oubliant que l'extrême droite me réserve ses flèches les plus fortes, voilà que j'étais passé à l'extrême gauche. Remarquez comme la terre est ronde, et finir par me retrouver au centre, ça me pend au bout du nez, comme le sifflet au bout de l'arbitre. Alors j'étais à l'extrême gauche, pourquoi? Je veux m'en expliquer devant vous, parce que je ne supporte plus les donneurs de leçons qui partent à l'étranger parce qu'ils refusent la fiscalité française et qui sont bien contents de garder la nationalité française pour bénéficier des avantages de la France et qui ne payent pas leurs impôts en France. Cela, nous n'en voulons plus. Donneurs de leçons. Ils trouvent qu'il n'y a pas assez d'étrangers en France et qu'on n'est pas assez généreux en France, mais ils vivent à l'étranger. Eh bien, désormais, celui qui vivra à l'étranger comme un exilé fiscal, celui-là sera obligé de payer ses impôts en France parce que je ferai un lien entre fiscalité et nationalité. Je ne le fais pas parce que c'est l'extrême gauche, je le fais parce que c'est moral, je le fais parce que c'est républicain, je le fais parce que j'y crois. J'ajoute que j'ai voulu dire, nous sommes le pays le plus généreux au monde, mais j'accepte le débat sur ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Les Français détestent l'injustice et ils ont raison. Mais je ne fuirai pas ce débat, pas plus ce débat-là que les autres. Je poserai la question de savoir qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est injuste. Juste, c'est d'aider celui qui en a le plus besoin. Mais c'est injuste que celui qui n'a jamais travaillé et qui ne paye pas ses cotisations gagne davantage que celui qui a travaillé et qui paye ses cotisations. Voilà la justice. Oui, il y a des rémunérations. Il y a des rémunérations exorbitantes, des rémunérations choquantes, dans la finance ou ailleurs. Je les combats, mais qu'on ne vienne pas me donner des leçons. Parce que dans les exemples récents, qui a voté les rémunérations d'un grand patron? Qui se trouve bien de voter des rémunérations faramineuses? Ce sont des actionnaires, ceux-là même qui ont le cœur à gauche, qui soutiennent le soir M. François Hollande, et qui, dans la journée, votent pour le président d'une grande entreprise des rémunérations exorbitantes. Pas de leçon de morale, de l'honnêteté, de la droiture, de la sincérité et de la vérité. Voilà la campagne électorale que je souhaite. Le matin, m'insulter dans une radio, c'est facile quand je ne suis pas là. Me rendre coupable ou responsable de rémunérations faramineuses, alors que c'est ses propres amis qui sont actionnaires de la société qui viennent décider d'une rémunération scandaleuse qui choque les Français. Voilà la vérité. Cette vérité-là, c'est le dessous des cartes. Dans cette campagne, on ne pourra pas fuir le débat. On ne pourra pas jouer l'esquive. On ne pourra pas mentir. On ne pourra pas tromper les Français. Parce que je ferai campagne en vérité, que cela plaise ou non. Parce que l'heure est trop importante. Les choix sont trop lourds pour qu'on masque le débat. Alors continuons. J'ai dit, moi, qui toute ma vie été européen. Toute ma vie, j'étais européen. J'ai dit que si l'Europe continuait comme cela, elle trahirait l'idéal humaniste de ses fondateurs.
J'ai dit que l'Europe, nous ne l'avions pas fait pour faire souffrir les peuples, que l'Europe, nous ne l'avions pas construite pour être moins fort, mais plus fort. Et j'ai voulu, sacrilège, poser la question dont on ne parlait plus depuis des années dans la vie politique française, la question centrale, celle des frontières. Les frontières, ce mot, ce n'est pas un gros mot. Cette réalité, c'est une vraie réalité. Je ne veux pas le rétablissement des frontières entre les pays européens, mais je pose comme condition que l'Europe se dote de frontières, qu'elle défende. Si nous avons décidé de nous doter dans Schengen de frontières communes, c'est pour que les autres fassent le travail que nous faisions avant. Je donne 1 an à l'Europe, 1 an, pour que cesse le scandale de la frontière entre la Grèce et la Turquie, où 115 kilomètres sont défendus par personne, où on passe n'importe comment, et une fois qu'on est rentré par cet endroit, on vient en France parce que c'est le pays le plus généreux. Nous n'avons pas fait l'Europe pour avoir une Europe passoire. C'est une vérité. Et c'est justement parce que nous sommes Européens que nous pouvons dire cela. Je dénie le droit à ceux qui nous proposaient de sortir de l'euro pour rembourser notre dette en monnaie faible, de façon à ce qu'on double notre dette, comme si on n'avait pas déjà assez de peser sur l'avenir de l'Europe. Je pose la question des frontières et je dis c'est très simple. 1 an. Si au bout d'1 an, il y a des progrès, nous restons. Si au bout d'1 an, il n'y a pas de progrès, nous partons. C'est ce qu'a fait le général de Gaulle pour défendre la politique agricole commune. Ça s'appelle le volontarisme, ça s'appelle la politique et ça s'appelle le leadership de la France. Parce que la France que j'aime, la France dans laquelle je crois, elle montre le chemin. J'ai dit également que je croyais à l'économie de marché, au libre-échange, que je croyais à la concurrence, mais que je n'acceptais pas que depuis 1994, la totalité de nos marchés publics soit ouverte et qu'en Asie, la totalité des marchés publics soit fermée. Je demande la réciprocité et je dis, ne confions plus nos marchés publics à des entreprises venant de pays qui n'ouvrent pas leurs marchés publics. Alors je donne 1 an, pour qu'il y ait la réciprocité. Si au bout d'1 an, il n'y a pas la réciprocité, eh bien nous créerons un European Buy Act. Nous ferons ce qu'ont font les Américains depuis 1933, c'est-à-dire que les marchés publics, commandés et payés avec de l'argent public, seront réservés à des entreprises qui produisent en Europe et interdites à des entreprises venant de pays qui n'ouvrent pas, par réciprocité, leurs marchés publics aux entreprises européennes. C'est être européen que de dire cela. J'ai dit, il faut que l'Europe se dote d'un Small Business Act, c'est-à-dire que nous défendions nos petites et moyennes entreprises. Parce que le processus est toujours le même. Il y a beaucoup d'élus, je les en remercie, de ce département, des Yvelines, notamment toi, monsieur le maire, qui me disent, on fait des appels d'offres, on choisit l'entreprise la moins disante, celle qui fait les prix les moins chers, c'est toujours la plus grande. Les petites entreprises sont liquidées parce qu'elles ne peuvent pas accéder à ces marchés. Et une fois que la petite entreprise a disparu du marché, comme par hasard on voit les prix remonter, eh bien je donne 1 an à l'Europe pour mettre le Small Business Act en œuvre. Si ce n'était pas fait dans 1 an, je dirais aux élus, 20% des marchés publics seront réservés aux PME sur le territoire de la République française. Ce sont des vrais sujets, ce sont des vraies questions. Et vous serez les garants de mon engagement. Et j'ai continué en prenant un sujet extrêmement difficile qui est lié à l'Europe. C'est une grave erreur que de construire l'Europe simplement des consommateurs. Parce que le jour où le consommateur perd son emploi, qu'est-ce qu'il peut consommer? Moi, je crois à l'Europe des producteurs et à l'Europe des travailleurs. Parce que le jour où les délocalisations auront fait partir toutes les usines, qu'est-ce qu'on dira aux ouvriers? Qu'est-ce qu'on dira à vos enfants? Et ils iront travailler où? J'ai voulu alléger le coût du travail en France, parce que le monde est ouvert. Et j'ai voulu que l'on fasse payer une partie de notre financement social sur la consommation et sur les importations. Oh, c'est jamais populaire de dire qu'on va faire 1,6 de TVA.
Mais qu'est-ce qu'ils proposent ceux qui ont refusé cela pour éviter le cancer des délocalisations? Si le travail est plus cher en France, comment va-t-on garder nos emplois? C'est pour cela que j'ai fait ce choix. Ce n'était pas le choix de la facilité. Mais pensez une chose, mes chers amis, on doit faire l'Europe pour nos entreprises, pour nos agriculteurs, pour les travailleurs, pour les salariés, et les consommateurs en tireront le bénéfice. Ne pensez qu'aux consommateurs, choisir toujours le prix le plus bas, produit dans l'endroit où il y a le moins de droits. Alors c'est un marché de dupes, parce qu'en Europe, nous l'avons faite parce que nous croyons à la civilisation européenne. L'Europe, nous l'avons construite parce que nous croyons à un modèle social européen. Si l'Europe est ouverte à tous les vents, alors il n'y aura plus de civilisation européenne et plus de modèle social européen. C'est cela que nous devons défendre. Si nous continuons à imposer à nos chefs d'entreprise des règles environnementales, sociales, monétaires, en acceptant que viennent en Europe des produits qui ne respectent aucune des règles que nous imposons aux nôtres, comment on va s'en sortir? Ce que je dis pour le chef d'entreprise est encore pire pour l'agriculteur. Je crois au bien-être de la condition animale, je crois à la traçabilité, mais pourquoi imposer cela à nos agriculteurs et continuer à faire venir en Europe des biens produits dans des pays où on ne connaît pas le mot traçabilité et où on se moque du bien-être et de la condition animale? C'est être européen que de dire ça. Et au fond, mon projet politique, je le dis ici pour vous, c'est de réconcilier ces deux France. La France du oui, la France du non. La France, et nous en avons besoin, qui n'aspire qu'au grand large. Et la France, et nous en avons besoin, qui veut garder son mode de vie, qui veut garder ses traditions, qui veut garder ses paysages. Ces deux France ne sont pas incompatibles. Ces deux France, nous en avons besoin. Et le rôle d'un homme politique qui se présente pour conduire le pays pendant 5 ans, c'est de les réconcilier. Et c'est de proposer une cohérence à ces deux France-là. Et ça me paraît beaucoup plus intéressant que de penser et de savoir si on est à gauche, à droite, à l'extrême gauche, au centre ou à l'extrême droite. J'ai parlé de la République. Oh, que n'avais-je dit? Parce que la République, ils en parlent d'autant plus qu'ils la connaissent si mal. La République, celle que nous voulons, c'est une République des droits et c'est une République des devoirs. Et je pense qu'il est venu le temps de rappeler les devoirs. Et contrairement à ce que pense Madame Aubry, nous ne voulons pas des horaires séparés dans nos piscines municipales pour les femmes et pour les hommes. Nous ne voulons pas dans nos hôpitaux, chers nous ne voulons pas que les médecins soient différents pour les femmes et pour les hommes. Nous ne voulons pas que dans nos cantines, les menus soient différents selon les origines et la religion de nos enfants. Et pour que les choses soient claires, nous ne voulons pas sur les trottoirs de la République de femmes en burqa, parce que ce n'est pas notre conception de l'égalité de la femme et de l'homme. Je dis, en pensant aux événements que nous avons vécus, je vous dis, mes chers compatriotes, je n'accepterai aucun amalgame, aucun. Parce que ceux qui souffrent des amalgames ne le méritent pas. Et parce que ce que nous avons subi, nous la France, notre communauté nationale, est si douloureux qu'on ne doit pas ajouter l'injustice à l'ignominie de ces crimes. Et je défendrai tous nos compatriotes d'origine musulmane, qui n'y sont pour rien et qui ne demandent qu'une seule chose, vivre dans la République, croire dans la République et respecter la République. Oui, je les défendrai, parce que c'est mon devoir de chef de l'État. Mais je veux dire de la même façon qu'ils doivent m'aider à les défendre, en séparant ce qui est de leur croyance et ce qui est de l'extrémisme. Je n'accepte pas qu'un grand congrès d'une organisation invite
sur notre territoire des imams ou des prêcheurs qui tiennent des propos qui sont la honte de la République. Ils ne sont pas les bienvenus. Ils ne seront pas autorisés à rentrer en France. Nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. Lorsque j'ai dit et que j'ai proposé au Congrès en 2008 d'interdire la burqa sur le territoire de la République, cher Gérard, à l'époque président du Sénat, j'ai été étonné de voir que la quasi-totalité des élus du Parti socialiste n'ont pas pris part au vote, y compris M. Hollande. Sans doute avait-il d'autres occupations ce jour-là, des occupations plus importantes que de décider si sur le territoire de la République on pouvait traiter une femme comme une esclave, emprisonnée derrière un morceau de tissu, à moins qu'il n'ait pas eu envie de prendre part à un débat, à moins qu'il n'ait pas eu envie d'assumer sa part de responsabilité. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Moi, je suis contre. Vous dites votre avis, parce que les Français doivent savoir ce que pense sur un sujet de cette importance un candidat à la présidence de la République. J'ai vu, après les événements de Toulouse et de Montauban, j'ai vu qu'il ne fallait pas voter les propositions que je faisais, j'y reviendrai, parce qu'on disposait d'un arsenal législatif excellent au dire de ses excellences. Le problème, c'est qu'ils n'ont voté aucun des textes que j'ai proposés pour la sécurité des Français depuis 2002. Imaginez la crédibilité de ce propos quand on veut diriger la France. S'abriter derrière des textes que j'ai fait voter et qu'ils ont combattus. Ne même pas avoir l'honnêteté de dire « on s'est trompé, on aurait dû les voter ». Et venir devant les Français pour dire « au fond, nos lois sont très bonnes. Pourquoi en faire d'autres? Mais si elles étaient très bonnes, pourquoi vous avez voté contre ?» Le pire ou le mieux, j'ai vu dans le programme du candidat socialiste, remarquez, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps à lire, hein. Le programme est light. De ce côté-là, c'est très allégé. Qu'une des propositions centrales pour faire face à la délinquance des mineurs, c'est le doublement des centres éducatifs fermés. Intéressant. M. Hollande a voté contre quand j'ai proposé la création des centres éducatifs fermés. Et maintenant, il vous propose de les doubler? Mais il faut mieux les tripler même, pendant qu'on y est. Dans cette campagne, chacun peut défendre ce qu'il veut, mais il doit le faire honnêtement. Il doit faire en vérité. Il ne doit pas biaiser. Il ne doit pas truquer. Il doit dire ce qu'il veut et comment il le pense. Moi, je vous dis ce que je pense. Quand le père de l'assassin prend la parole, c'est indigne et c'est indécent. Et je le dis parce qu'en le disant, j'évite les amalgames, j'évite l'ambiguïté. Et je dis ce propos est inacceptable et insupportable. Je dis également que la diffusion des images de ces assassinats monstrueux serait une honte pour la mémoire des victimes et pour leurs familles. Et j'appelle tous les médias de France et du monde entier à refuser d'être les complices de cette ignominie. Et je dis de la même façon que la manifestation à Toulouse de femmes voilées en soutien du tueur est une honte, que nous l'avions interdit et que la police a bien fait de la disperser. Mais j'avoue que je ne comprends pas. Le premier de ces crimes a eu lieu le 11 mars. Le 21, le criminel était encerclé et mis hors d'état de nuire. 10 jours, la police a fait un travail remarquable. Honte à ceux qui mettent en cause le travail des forces de l'ordre. Honte à cela. Mais vous croyez que les Français ont oublié le temps qu'il a fallu à ceux qui nous ont précédés pour ne pas arrêter
le tueur d'un préfet de la République, lui aussi abattu à bout portant. Alors pas de leçon, pas de morale. Et quand on veut aspirer à diriger la France, on ne commence pas par insulter et par refuser sa confiance aux forces de l'ordre. D'ailleurs, j'aimerais savoir où en est la proposition du candidat socialiste qui expliquait qu'il y a un mois qu'il se voyait déjà élu et que dans ce cas, il mettrait dehors tout magistrat, tout policier, tout préfet qui aurait commis le crime d'avoir été proche de moi. Quand on voit le travail du RAID, le travail des forces de renseignement, le travail de la police, est-ce que l'avis de M. Hollande, c'est toujours de se séparer de gens qui ont fait un travail de cette qualité pour la sécurité des Français? Cela aussi, les Français doivent le savoir. Enfin, mes chers amis, j'ai dû faire face à une pression immense sur une question essentielle, dont on me dit qu'il ne faut pas en parler, ça n'intéresse pas les gens, cette question de notre indépendance énergétique. La France a des atouts et des difficultés, mais mon Dieu, grâce au choix du général de Gaulle, confirmé par tous les présidents de la République, François Mitterrand compris, nous avons une électricité qui nous coûte 35% moins cher que chez nos voisins. C'est un atout de compétitivité pour nos industries, pour nos entreprises. J'ai dit que si j'étais élu, je continuerais à investir dans le nucléaire et dans le renouvelable. Parce que le nucléaire, c'est l'indépendance de la France. Mais imaginez le candidat socialiste, le même jour, explique qu'il va bloquer les prix du pétrole. Ça, je savais qu'il avait le sens de l'humour, mais à ce point, c'est fantastique, aller bloquer les prix du pétrole produit à des milliers de kilomètres du pays qu'il aspire à diriger. Ça impressionne. C'est-à-dire qu'il va signer un petit arrêté en disant « J'interdis aux Saoudiens d'augmenter le prix du pétrole ». Je suis sûr que ça va impressionner. Et je les sens déjà trembler. De qui se moque-t-on? La vérité, c'est que les énergies fossiles, le pétrole et le gaz, il y en aura de moins en moins. Et que la croissance mondiale fera qu'on a besoin de plus en plus d'énergie. Ça, c'est la vérité. Est-ce que vous croyez que c'est le moment où les prix du pétrole et du gaz augmentent pour couper l'énergie nucléaire? Alors que 60 ans d'efforts de nos ingénieurs et de nos ouvriers nous ont permis d'avoir cette indépendance-là? Alors pourquoi cela? Pourquoi? À me dire parce que c'est dangereux. Et alors Greenpeace commande un sondage, alors là on est tranquille. On voit déjà le sondage. Enfin, on voit d'abord Greenpeace et ensuite le sondage. Pour dire qu'il faut faire peur. Mais regardez comme c'est intéressant. Les mêmes qui m'accusent matin, midi et soir d'agiter des peurs et des fantasmes. Qu'est-ce qu'ils agitent sur le nucléaire, si ce n'est la peur et le fantasme? Alors voyons, Fukushima a tout changé. Mais Fukushima, c'est quoi? Nous y avons été avec Nathalie. C'est quoi? C'est un tsunami. M. Hollande dit, la première centrale nucléaire, je fermerai en urgence Fessenheim. Bon, j'avais quand même gardé quelques souvenirs de géographie de l'école. Mais je regarde une carte. Il dit Fessenheim. C'est l'Alsace. Mais je lui dis, mais c'est où la plage en Alsace? Je pense qu'il n'est pas fautif. C'est Madame Joly qui l'a conseillé. Ensuite, la deuxième qui veut le fermer, c'est Saint-Laurent-des-Eaux. Je m'y précipite. Elle me dit des eaux. Il y a peut-être un risque de tsunami. Ben, c'est la Loire. Et ça veut diriger la France. Voilà comment on traite
cher Éric Besson, un sujet aussi sérieux que l'indépendance énergétique, que la politique nucléaire. Quand il y a eu l'anniversaire de la mort de M. Mitterrand, je les ai tous vus faire le pèlerinage. Et ils ont eu raison, il faut être fidèle. Mais permettez-moi de vous dire que pendant les 2 septennats de M. Mitterrand, 40 de nos réacteurs ont été ouverts sous sa présidence. Ceux qui se réclament de sa fidélité et d'avoir été ses collaborateurs ne devraient pas oublier que François Mitterrand, lui, au moins, a eu la grandeur de poursuivre l'indépendance énergétique de la France. Alors, et je terminerai par là. Voilà qu'il y a un nouveau reproche à me faire. Parce que tous les jours, il y en a un nouveau. J'instrumentalise la sécurité. Grand débat. La sécurité ne vous intéresse pas, ni celle de vos enfants, ni celle de vos familles. Et c'est moi qui ai tort d'en parler. Alors là, j'ai cru que c'est Jospin qui revenait. Souvenez-vous, un homme de qualité, et quand vous lui disiez « Monsieur le Premier ministre, on a peur », il vous disait « Pas du tout. Vous avez le sentiment d'avoir peur. » Et ça change tout. Là encore, je n'aurai pas le droit de parler du problème de sécurité, ni de sécurité contre le terrorisme, ni de sécurité contre la délinquance. Je n'aurai pas le droit. Ce serait en soi un crime. On n'a le droit de parler que de ce que ces excellences acceptent de parler. Mais comme ils parlent de rien, si on les suit, ça ne va pas bien être passionnant. Je comprends pourquoi ils ont des salles moins remplies que les nôtres. Remarquez, quand ils vont à la télévision, c'est remarquable. Ce n'est pas à vous qu'ils parlent, c'est à eux. Ils se mettent un petit miroir dans la main, puis ils se regardent. J'ai pas envie de parler de sécurité, donc j'en parle pas. Circulez, il n'y a plus rien à voir. Rentrez chez vous. Et moi, je vais en parler. Je dis une chose. Nous avons besoin d'avoir 20 000 places de prison supplémentaires parce que je veux l'exécution de la totalité des peines, y compris des petites peines. Nous avons besoin des peines planchées parce que je veux que les récidivistes soient davantage condamnés que les primo-délinquants. Et nous avons besoin de poser la question de la justice des mineurs, parce qu'un mineur d'aujourd'hui n'a rien à voir avec un mineur de 1945. Refuser de parler de ça, refuser d'évoquer ces questions, c'est ouvrir la porte aux extrémistes qui parleront de ces sujets à la place des républicains, mais qui en parleront mal, qui en parleront avec brutalité, qui en parleront pour opposer les uns et les autres. Moi, je veux en parler pour trouver des solutions et pour rassembler un pays qui en a besoin. Mais mes chers amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer. Tout était prévu. Il n'y avait pas besoin de campagne. Je me souviens encore des unes des journaux. Il est vrai, c'était il y a 2 mois et demi, avec mon concurrent socialiste, qui disait « Je suis le prochain président ». Moi, j'ai rien dit, mais je me disais « Il a tort de dire cela ». Parce que le peuple français, c'est un peuple libre, un peuple frondeur, qui ne se laisse jamais dicter sa conduite par qui que cela soit. Pourquoi je ferai campagne? Pourquoi je fais cette campagne tous les jours, de plus en plus, dans tous les territoires de la République? Parce que je sais que c'est vous qui déciderez. Parce que je sais que le choix est d'une importance capitale pour notre pays. Et parce que je n'ai, pour me faire entendre, je n'ai pour y arriver que vous, que votre soutien, que votre mobilisation, que votre amitié,
si vous, qui êtes une véritable lame de fond, dites maintenant ça suffit, c'est nous qui avons la parole, c'est nous qui ferons cette campagne, c'est nous qui ferons la décision. Alors oui, nous serons au rendez-vous du 6 mai, mais c'est vous et personne d'autre qui déciderez. Et cette campagne, je la mènerai comme je fais toujours les choses, jusqu'au bout, de toute mon énergie, de toute ma passion pour notre pays, de toutes les forces de mon amour pour la France. Voilà pourquoi. Parce que pour moi, rien n'est acquis, rien n'est gagné. Parce que pour moi, il faudra convaincre jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde. Parce que pour moi, tout se jouera le 6 mai. Et le 6 mai, peuple de France, c'est vous qui déciderez et personne d'autre. Vive la République et vive la France! Oui, merci, merci Gérard, merci Jean-Michel, merci David, merci Christine, merci à tous les élus du département, merci Nathalie. Si vous saviez comme ça fait du bien. Merci à tous.